Mon nom est Steven Beckler, je suis un médecin et je vais diriger le webinaire aujourd'hui. Avant de commencer, je suis un psychologue et j'ai une pratique privée en Saskatchewan. Quand j'ai commencé mes études en psychologie, je n'aurais jamais pu prévoir la direction qu'a pris ma carrière. Je travaillais tout d'abord dans une petite clinique dans le sud de l'Ontario en tant que psychologue. J'étais le seul homme dans le personnel. Donc, tout homme qui venait avec des problèmes, avec de la violence ou de colère, et surtout dans les relations, on me les, on les dirigeait vers moi. Et donc, cela a commencé une partie d'expertise dans ma carrière. J'ai commencé à travailler avec des hommes qui sont violents dans leurs relations intimes. J'ai commencé à faire des programmes de la défense et j'étais au conseil d'administration du centre d'hébergement local. Quand je suis retourné pour faire mon doctorat à l'école, mon point focal était la violence des hommes contre les femmes et j'ai un programme pour les personnes qui commettent des agressions sexuelles. Et quand je me suis dirigé pour une pratique privée, j'ai commencé à travailler avec les personnes qui ont des incapacités mentales. Ma pratique actuelle, en grande partie, se concerne sur le travail des gens qui sont affectés par leur travail, surtout avec le syndrome de post-traumatique, que ce soit avec des officiers correctionnels, des personnels de première réponse, policiers, gendarmes. Je fais partie aussi de l'équipe de gestion du stress pour la GRC et je suis surtout les personnes qui ont subi des traumatismes importants dans le travail, alors que je travaillais dans ces domaines reliés à la brutalité, au traumatisme. J'ai réalisé en parlant avec mes collègues, les répercussions de ces travaux pour les personnes qui ont des jeunes enfants et qui fournissent des services pour les personnes qui ont commis des agressions sexuelles envers les enfants ou qui répondent à des agressions sexuelles. Et pour aussi les personnes qui travaillent avec les morts, les tragédies, les traumatismes. Au cours des années, j'ai parlé de nombreuses fois quant à la répercussion du travail, du bien-être mental et d'arriver à surmonter les épreuves du travail. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Le bien-être mental, nous en avons tous besoin. Le problème est comment en prenons-nous soin. Il nous faut prendre soin de notre bien-être physique. Si vous avez un petit appareil pour voir combien de pas vous faites en santé, pour compter vos pas, ou peut-être que vous le portez tout simplement parce que quelqu'un vous l'a offert et que vous ne vouliez pas froisser cette personne. Nous n'avons pas un appareil pour gérer le bien-être au niveau de la santé mentale, mais aujourd'hui, je voudrais parler de certaines des éléments qui doivent être sur votre liste pour mesurer votre bien-être mental. Et je vais vous rappeler aussi les différentes tâches et ce que vous devez faire pour protéger votre bien-être mental. Est-ce que nous travaillons pour vivre ou que nous vivons pour travailler? Combien est-ce que de temps nous passons pour nous remettre de notre travail à chaque fois avant de nous remettre au travail? Est-ce que le temps en dehors du travail est pour éviter les personnes qui sont liées à notre travail et qu'on essaie d'ignorer notre travail? Quand on travaille dans les serveurs du travail et pour éviter les personnes qui sont liées à notre travail et qu'on essaie d'ignorer notre travail? Quand on travaille dans les services humains, des services de sollicitude et de protection des personnes, où entre en jeu le fait de se protéger soi-même et son bien-être. Il me semble que j'ai un petit problème. Ah, c'est bon. En pensant aux répercussions de notre travail, voici notre façon naturelle d'être ou est-ce que c'est quelque chose qui se développe avec le temps? Je les
sorti d'un livre qui s'appelle Picafore Logic de Jane Seabrook. La partie la plus importante de votre travail est vous-même. Donc aujourd'hui, nous voulons explorer certains des points qui nous fait comprendre qu'il y a des répercussions par rapport au travail que nous faisons et ce que nous pouvons faire. Nous allons parler de la résilience, non comment nous pouvons survivre, mais aussi pour nous épanouir en dépit des difficultés et des défis associés au fait de travailler dans la protection de l'enfance. Comme je l'ai dit, nous allons parler des répercussions des tâches difficiles, comment identifier les signes qui les mettent en évidence, et explorer les stratégies de bien-être mental. Et nous allons aussi voir ce qu'est être humain et d'éprouver des difficultés. Bien-être mental. Quand je pense à cela, je pense à qui est avec nous aujourd'hui. Quand je parle avec des personnes qui sont dans mon entourage, ce sont des gens brillants, passionnés, qui sont dynamiques, aux différentes brutalités que l'on rencontre dans la vie et qui sont prêts à faire leur travail. La question est, est-ce que vous êtes bien formé pour gérer les conséquences de ce travail? Est-ce que vous avez des compétences? Est-ce que les gens dans votre organisation vous font savoir que vous êtes important, que quelqu'un doit faire ce travail? Peut-être que vous vous dites vous-même que vous devez le faire et que vous le faites. Une partie de cette équation, c'est quel est le poids pour nous alors que nous faisons ce travail? Si je devais vous demander comment vous vous sentez aujourd'hui, certaines personnes me diraient certainement et me parleraient de ce qui se passe autour de vous, ce à quoi vous faites face, les défis, les difficultés. Certains d'entre vous peuvent me dire que vous allez bien. Je pense souvent que d'être bien veut dire que je suis bouleversé, incertain, émotif et névrosé. Mais je dis aux gens que je vais bien parce que je ne veux pas leur mettre un poids sur les épaules et être négatif. Et cela met aussi un petit espace pour que je n'ai pas à faire face aux défis et difficultés que je rencontre. Quand on pense aux problèmes que l'on rencontre dans notre travail, un des préjugés, c'est les stéréotypes. C'est ce préjugé que l'on n'est pas assez costaud. Comme la plupart d'entre vous en êtes conscients, en avril 2018, il y avait une tragédie importante dans une petite ville de Truesdale et de Nipawin en Saskatchewan. Cet accident dramatique de bus. J'ai vu de nombreuses personnes qui étaient impliquées. La petite ville de Truesdale et de Nipawin en Saskatchewan. Cet accident dramatique de bus. J'ai vu de nombreuses personnes qui étaient impliquées lors de cet accident. Nombre de ces personnes sont des personnes bien respectées et qui sont compétentes au sein de la GRC. Certains d'entre eux m'ont dit qu'on a un petit peu ignoré certaines des personnes qui souffraient des répercussions de leur travail. Et ils me disaient que quand ils allaient retourner au travail, le message serait différent. Mais la question est pourquoi des personnes qui sont bonnes, qui sont compétentes, ne prennent pas en considération les effets de leur travail. Et je pense que souvent, c'est parce qu'on essaye toujours de répercussions du travail. L'un des messages que vous recevez au travail ou que vous vous donnez vous-même, c'est que si les personnes sont vraiment affectées par leur travail, dans ces cas-là, elles sont faibles, elles sont imbéciles. C'est assez dur comme jugement. Ce n'est pas très compassionné, surtout pour des personnes qui font un travail difficile. L'une des raisons pour lesquelles il y a des répercussions est parce que chaque événement a des répercussions. Il y a un événement et quelquefois les répercussions sont immédiates. Je connais des personnes qui sont très bien, très gentilles, et quand il y a une situation de crise, les effets sur eux sont immédiats.
ce sont des gens qui sont bons, mais ils ne sont pas vraiment utiles en cas d'urgence ou en situation de crise, que ce soit par votre propre nature ou votre formation. Quand il y a des événements, vous êtes capable, ou votre formation, quand il y a des événements, vous êtes capable de prendre une action, vous êtes capable de faire face et de faire ce que l'on doit. Et l'illusion dans votre travail, c'est qu'il n'y a pas de répercussions parce que vous avez fait ce qui devait être à faire et que vous avez fait face à la difficulté. On a tendance à minimiser les répercussions de ce travail. Et donc aujourd'hui, je veux vous rappeler que tout a des répercussions et que quelquefois, ces répercussions pointent leur nez plus tard. Elles ne vont pas vous incapaciter. Il y a différents niveaux de répercussions, mais tout a des répercussions. Et la raison pour cela, il y a des bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles. Tout d'abord, la mauvaise, c'est parce que vous êtes humain. La bonne nouvelle, c'est parce que vous êtes humain. Et c'est pourquoi toute chose a des répercussions sur vous, que ce soit votre intelligence ou choses qui ont des répercussions au travail. J'aime les départager en trois catégories. Le travail, le lieu de travail et bien sûr moi-même. Quelle est ma participation aux répercussions? On peut commencer avec les deux éléments extérieurs. C'est un peu plus simple. On peut penser au travail, au lieu de travail et les défis que ces deux éléments apportent. Au niveau de l'Organisation internationale du travail, il est mentionné ce qui fait que l'environnement de travail est peut-être difficile pour les personnes. Et on parle souvent de quoi? De pH acide ou pas, s'il fait très froid, s'il fait très chaud, les différentes radiations, si le taux de salinité est important, s'il y a beaucoup de pression, peu importante, s'il y a beaucoup de pression, peu d'eau, peu d'oxygène, etc. Ce sont des éléments extérieurs, mais ce ne sont pas les seules choses qui rendent un lieu de travail difficile ou qui ces éléments ont des répercussions, même si notre vie n'est pas en danger. Il y a d'autres choses au niveau de l'environnement qui a des répercussions non seulement sur notre corps, mais sur notre âme et notre esprit. C'est un impact psychologique, qu'il soit émotionnel et cognitif. Au niveau de l'environnement, est-ce qu'il nous soutient? Est-ce qu'il y a des pressions au niveau des horaires et des échéanciers? Est-ce qu'il y a des responsabilités qui nous incombent alors que nous n'avons aucun contrôle? Quelle est l'atmosphère sur votre lieu de travail? Et bien sûr, concernant le travail que vous faites, on parle de la brutalité, ce qui est négligé, les tragédies. Quelquefois, il y a bien sûr des récompenses à ces coups. Mais tout cela a des répercussions sur nous alors que nous travaillons chaque jour. L'autre chose qui a des effets sur nous est bien sûr nous-mêmes. Qu'est-ce que moi j'apporte? Quelle est ma participation dans l'environnement et dans le travail qui influence les répercussions? Oui, quel est votre rôle quant aux répercussions du travail? On peut commencer à se demander pourquoi vous avez choisi ce travail. La plupart d'entre vous, j'imagine, c'était pour faire une différence parce que vous voulez prendre soin, quelquefois parce que vous avez des défis et que vous voulez creuser en profondeur afin de faire des choses qui ont du sens et qui soient difficiles. Mais en plus des raisons qui nous ont fait choisir ce travail, qu'est-ce que nous apportons? Quels sont les points positifs que vous apportez à ce travail? Votre compassion, votre intelligence, vos compétences, et quelles sont les autres choses qui participent aux répercussions? Et je pense que souvent nos attentes en font partie. J'ai travaillé en tant que psychologue pour un doctorat. J'étais un étudiant pour très longtemps et je travaille aussi depuis un petit moment. Et quelquefois, je tombe dans ce préjugé que je dois dire la bonne chose, la chose qui me connecte aux personnes.
et que les gens avec lesquels je travaille ne devraient pas blesser d'autres personnes ni eux-mêmes et qu'ils ne devraient pas mourir non plus. C'est que je devrais faire et dire la chose qui fera une différence et qu'ils ne devraient pas mourir non plus. C'est que je devrais faire et dire la chose qui fera une différence positive chez les autres. Et bien sûr, nous avons des attentes concernant les autres. Pour moi, ma croyance, c'est que les tribunaux doivent protéger les enfants et que dans ces cas-là, il y aurait moins de vide dans mon travail. Nous avons ces défis. Et c'est parce que, quoi que nous fassions, nos capacités sont limitées. Et cela concerne toute chose, que ce soit de manger, soulever, transporter, marcher, pleurer, crier, parler, courir, boire, et même être actif sexuellement. Nous avons aussi des limites lorsque nous devons faire face à la brutalité, la cruauté. Que vous faisiez beaucoup d'exercices de fitness et que quand vous partiez de la gym, vous n'étiez même pas sûr que vous arriveriez à la douche ou à votre voiture parce que vous étiez complètement vide d'énergie. Vous connaissez tous ce moment où vous arrivez à la limite de vos capacités, mais vous savez aussi que vous pouvez vous remettre en vous reposant, en prenant soin de vous et qu'ensuite vous pourriez retourner à la gym. Même si nos capacités sont limitées, nous sommes en pouvoir de nous renouveler, de nous remettre. Et ce que je dis aux personnes qui sont très capables et fortes, avec lesquelles je travaille, je le répète, même les pierres se fatiguent. Nous avons l'impression que les pierres sont incroyablement solides. Mais en utilisant cette métaphore, on pense que les gens sont des pierres, des rochers ou nous-mêmes. Mais on sait aussi que les pierres finissent par être formées par les éléments qui les entourent. Cela prend du temps, mais cela arrive de toute façon. Et c'est la même chose pour vous d'être affecté par le travail. Quelquefois, on a l'impression d'être un mur et que c'est seulement quand les gens autour de nous commencent à mentionner les changements qu'ils remarquent que nous-mêmes commençons à remarquer que le mur que nous pensions a été affecté par le travail. Et quand nos limites sont touchées, on utilise certains mots. On dit qu'on a été complètement électrocuté, qu'on est fatigué comme sur un champ de bataille, et ensuite le syndrome de post-traumatique. On parle d'épuisement, de traumatisme par personne interposée et de fatigue compassionnelle. Tous ces différents mots disent la même chose, c'est qu'il y a un point où l'on atteint sa limite. Le traumatisme par personne interposée et la fatigue compassionnelle, c'est le coût de prendre soin des autres. Et c'est le coût de prendre soin des personnes. C'est un état extrême de tension alors que l'on aide des personnes qui ont subi de tels traumatismes que c'est traumatisant pour la personne qui en prend soin. C'est un traumatisme pour l'esprit, pour le corps, et c'est une répercussion du travail. Et souvent, on appelle cela l'épuisement ou le surmenage. Qu'est-ce que c'est le traumatisme par personne interposée? C'est souvent à cause des histoires que nous entendons en partageant la vie, en suivant le parcours des personnes avec lesquelles nous travaillons, les histoires de celles et de ceux qui ont souffert, les histoires de celles et de ceux qui font souffrir. Et pour nombre de personnes qui travaillent dans ce domaine, c'est les deux. Donc comment peut-on faire pour gérer ces répercussions et ces effets sur nous? Quand on pense aux choses qui nous touchent, quelle est notre première réponse? Quelle est notre réaction? Qu'est-ce que notre environnement nous encourage à faire?
Il y a un dessin animé pour enfants où Lucy a mis son bureau pour donner du soutien psychologique et Schroeder a des problèmes si a mis son bureau pour donner du soutien psychologique et Schroeder a des problèmes parce que Beethoven a écrit la neuvième symphonie mais il ne l'a jamais entendue et cela le stresse beaucoup. Et le conseil sage de Lucie est essaye de ne pas y penser. Et elle lui facture un gros prix de 5 sous seulement. Donc, on a essayé de faire cela depuis très longtemps. On a très souvent essayé de ne pas y penser. Peut-être qu'on se met la tête dans Netflix, qu'on finit par boire un coup afin de nous mettre la tête en l'air pour dormir, d'éviter les gens, éviter le monde et de multiples façons d'éviter afin de ne pas penser aux choses qui nous affectent. À un pot. Et quand ce pot est rempli, qu'est-ce que l'on a tendance à faire? On le cache, on l'enfuit, pardon, on met un couvercle. Quelquefois, on essaye de s'asseoir sur ce couvercle ou de le lier. Et qu'est-ce qui se passe en finale? C'est que cela commence à s'échapper ou cela finit par exploser. Et dans ces cas-là, la situation n'est pas jolie. Quand on pense à ces répercussions, les échappatoires, les explosions, on peut se poser la question, quels sont les signes? Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous êtes en difficulté? Je voudrais que vous preniez un petit peu de temps pour chercher certains des signes qui vous apprennent que vous êtes en difficulté. Nous ne pouvons faire ceci d'une façon interactive, mais dans les... Je vais vous parler de certains de ces signes, certains dont j'ai fait l'expérience moi-même, d'autres, ce sont des personnes qui m'en ont parlé. Certains signes peuvent s'appliquer à vous, d'autres non. Ce qui est important est votre propre expérience et ce qui résonne avec vous. Et il nous faut porter attention à ces signes. Donc, j'espère que vous avez déjà pris quelques notes et voyons un petit peu si certaines des choses se chevauchent. Quand je parle de répercussions, la première des choses auxquelles je pense, c'est quelles sont les victimes principales de stress. La première, c'est la patience qui sera touchée. Je pense que c'est pour cela que la plupart des gens viennent en clinique pour me voir et recherchent un traitement. C'est puisque les gens autour d'eux, que ce soit leurs partenaires, la famille, les amis, leur font remarquer combien ils ont changé et surtout combien ils manquent de patience. C'est aussi quelque chose que nombre d'entre nous qui travaillons dans ce domaine pouvons reconnaître. L'une des choses les plus importantes dans la vie, et souvent la première affectée, c'est le sommeil. Soit les personnes qui ont du mal à s'endormir parce qu'on n'arrive pas à arrêter les pensées, qu'on est en train de revoir ce qui s'est passé, on anticipe, on revoit des situations données. Ou alors il y a ceux qui tombent de sommeil parce qu'ils sont épuisés, mais qui ne peuvent rester endormis, qui se réveillent quelques années après. Peut-être que vous avez des signes physiques comme votre cœur qui bat la chamade ou que vous vous réveillez encore une fois en pensant, en anticipant à ce qui risque de se passer. Pour la plupart, moitié d'entre nous, quand nous sommes stressés, nous mangeons beaucoup moins et nombre d'entre nous aussi commencent à grignoter. Peu importe où vous vous situez dans cette fourchette, c'est le changement d'appétit qui compte. Et ensuite, vous avez l'appréhension du retour au travail. Par exemple, si vous avez quelques jours de congé, le premier jour, vous êtes plutôt content, vous commencez à vous détendre. Le jour suivant, cela va. Et puis, alors que on arrive dans l'après-midi et dans la soirée, la tension commence à
monter. Nombre de personnes qui travaillent de lundi à vendredi, nombre d'entre eux me disent qu'ils ne dorment pas très bien le dimanche soir. C'est l'anticipation, l'appréhension de retourner au travail. Cela veut nous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Encore une fois, on peut départager ceci en signes physiques. Cela veut nous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Encore une fois, on peut départager ceci en signes physiques. Patience, sommeil, appétit, appréhension ou anticipation du retour au travail. Donc, ce sont des indices physiques, la fatigue, la tension, les perturbations du sommeil, maux de tête, congé maladie, maux et douleurs. Vous attrapez aussi tout ce qui se passe, tout ce qui passe plutôt. Il est important pour nous de porter attention à notre estomac barbouillé, une nuque raide, des insomnies. Qu'est-ce que notre corps veut nous dire? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je suis simplement en train de vieillir? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dont vous devriez prendre soin? Votre corps vous le dit quand trop c'est trop. Le défi, c'est êtes-vous à son écoute? Il y a évidemment des signes cognitifs, comme des images, des sons que l'on n'arrive pas à se sortir de la tête, des difficultés à prendre des décisions, des incertitudes, de la confusion, du cynisme, de blâmer les autres, de ruminer et une altération de votre vision du monde. Les signes émotionnels ou d'ordre affectif, se sentir accablé, dépassé, anxieux, la dépression, la tristesse, l'apathie, l'irritabilité. Quand les moments de repos sont rares et que votre humeur est aussi imprévisible que la météo ou que le vent, qu'est-ce que cela veut dire? En dehors de ces signes physiques et affectifs et cognitifs, nous avons bien sûr les signes comportementaux, la fuite, le retrait, de refuser des invitations, de ne pas répondre au téléphone, d'éviter les interactions avec les autres. Peut-être que vous avez accru votre consommation d'alcool ou de dépenses, que vous avez eu une hausse ou une diminution de l'appétit, que vous vous poussez au maximum, que ce soit dans vos tâches ou dans des séances d'exercice jusqu'à vous blesser et d'être irritable ou impatient. Nous sommes au courant des indices. Il est souvent plus facile de les voir et de les percevoir chez les autres personnes qu'en nous-mêmes. Mais pour contrecarrer tout cela, bien sûr, il faut prendre soin de soi et développer la résilience et vous assurer à ce que la meilleure partie de vous soit encore là pour vous et pour votre entourage. L'une des choses les plus importantes que mon épouse m'ait dit au début de ma carrière, c'est qu'elle avait du ressentiment parce que les gens, lors de mon travail, recevaient le meilleur de moi-même alors qu'elle recevait les restes le soir. Cela ne m'a pas beaucoup plu quand elle me l'a dit, mais je pense que c'est l'une des nombreuses choses très sages qu'elle m'a dites au cours des années. De prendre soin de nous, en partie, c'est de prendre soin de la résilience. Qu'est-ce qui nous aide à rebondir? La résilience est le processus d'adaptation à l'adversité, au traumatisme, aux tragédies, aux menaces, à la détresse. C'est-à-dire, la résilience, c'est notre capacité de rebondir après des expériences difficiles. La résilience est une notion ordinaire, pas extraordinaire. Les gens font communément preuve de résilience. Souvent, je suis estomaqué par la force et la résilience de nombreuses des personnes que je vois dans ma pratique. Qu'ils soient toujours debout et qu'ils aillent toujours de l'avant par rapport à ce qu'ils ont subi et vécu, cela me surprend. Et je me dis souvent que si j'étais à leur place, je me demande si je pourrais aller de l'avant comme eux le font. Mais l'une des choses qui est bonne à savoir, c'est que la résilience n'est pas un trait génétique.
Cela se développe avec des compétences, des comportements, des schémas de pensée, des choses que nous pouvons apprendre et mettre en pratique. Il y a de nombreuses informations quant à la résilience dans les articles. Et il y a différentes façons de parler de la résilience. De ce que vous lisez, vous pourrez trouver d'autres éléments, d'autres versions. Mais en commençant avec ces 5 éléments, le premier considère la santé physique. C'est la chose la plus simple à mesurer, donc la plus simple à gérer. Nous savons tous si nous avons assez de sommeil, assez d'exercice, si l'on mange bien, si l'on est bien hydraté, que l'on prend soin de notre personne. Cela n'est pas toujours simple à faire, mais c'est souvent quelque chose que l'on fait passer par la fenêtre quand on n'a pas le temps. Mais c'est assez concret et on peut le mesurer facilement. Les relations, nous allons dans le sens des aiguilles d'une montre, la connexion, l'intimité, la confiance est un facteur de résilience extrêmement important pour les personnes, que la qualité et la nature de nos relations nous permet de nous renforcer. Fassion nous permet de nous renforcer face à l'adversité. Est-ce que l'on a des gens dont on se sent proche, à qui on peut parler et à qui l'on fait confiance? Est-ce que nous avons vraiment de l'intimité dans notre vie? Le rétablissement. On dit qu'est-ce qui nous remet, qu'est-ce qui nous regonfle, que ce soit dans notre corps, notre esprit ou notre âme. La psychologie positive plutôt nous dit qu'on a besoin de beaucoup plus d'expériences positives pour contrebalancer les expériences négatives qui, elles, ont plus d'impact. Parce que ces expériences négatives nous touchent au niveau primaire de la sécurité. Au niveau primaire de la sécurité. L'une des choses que j'ai lues récemment disait qu'il fallait 3 éléments positifs pour contrecarrer un élément négatif. Donc, il est de notre intérêt de faire des choses qui soient bonnes pour nous, qui sont positives et qui nous remettent, qui nous regonflent, qui nous repompent. Au niveau de la spiritualité, en 2019, comme dans les années précédentes, il semble que la spiritualité ressorte à chaque fois comme l'une des fondations les plus importantes qui aident les gens à traverser et à se remettre des moments difficiles. Quand on parle de spiritualité, ce que j'entends, ce sont des croyances que la vie, c'est plus que nous-mêmes, qu'il y a une connexion et une interconnexion entre nous tous. C'est-à-dire, nous croyons à une plus grande image, pas avec nous comme point central. Le 5e facteur de fondement, c'est d'avoir des activités chargées de sens. Peter Frankberg, Man's Search for Meaning, tente de comprendre pourquoi lui et certaines des personnes qu'il connaissait ont réussi à surmonter, à survivre pendant les camps de concentration alors que d'autres n'ont pas survécu. Ce qu'il a écrit dans une de ses conclusions, c'est que lui et certaines des personnes ont découvert un sens dans leur existence, même en dépit des conditions autour d'eux. Et ce sens, c'était de s'aider les uns les autres et d'aider les personnes dans leur entourage. De façon alternative, il a écrit que ce ne sont pas les circonstances de la vie qui déterminent nos vies, mais les choix que nous faisons et le sens que nous allouons à ces choix en fonction des circonstances. Est-ce que votre travail a du sens? Est-ce qu'il y a un sens dans les défis auxquels vous avez décidé de faire face? Il y a
Pour moi, il y en avait, je suis sûre qu'il y en aura toujours, et je sais qu'il est crucial de trouver vraiment votre but dans la vie et que votre vie ait un sens au niveau des stratégies de résilience et pour faire face. Il faut se concentrer pour faire face aux répercussions. Pour moi, l'une des répercussions essentielles est le travail sur le plan affectif. Est-ce que c'est de manger des biscuits aux pépites de chocolat, de boire de l'alcool, d'éviter vos collègues? Peut-être qu'on devrait essayer autre chose pour prendre soin de notre affectif. Je suis certain que les biscuits au chocolat ne m'aideront pas à dépasser l'anxiété et l'ennui. D'accord, ils ont bon goût. La seule chose qui vraiment prenne soin du côté affectif, c'est l'expression. L'une des formes primaires de l'expression est de parler. Nous pouvons parler d'une façon qui nous donne du soulagement ou d'une façon qui va participer à l'accumulation négative. Au niveau de l'accumulation, on dit tout souvent se décharger. Quelquefois, on se vide et on peut avoir un soulagement précaire, mais cela ne dure pas très longtemps et cela ne nous aidera pas dans le temps. Quand on parle d'une façon répétitive et qui accumule le problème, c'est souvent négatif, répétitif, et la plupart du temps, c'est tourné sur l'extérieur. On se concentre sur ce qu'on dit des choses qu'ils ont fait ou pas fait, ou dit ou non dit. Et on se dit, si c'est un défi dans ma vie et que je devrais trouver une solution, quelle est la solution? Parce que si ces problèmes sont externes, donc la solution est que je devrais trouver une solution. Quelle est la solution? Parce que si ces problèmes sont externes, donc la solution est également externe. C'est-à-dire, qu'est-ce que les autres doivent faire? Je n'irai bien que quand le reste du monde se sera aligné sur mes besoins. J'aime penser que notre espèce s'améliore, mais je ne suis pas certain que nous soyons déjà sur le bon chemin. Donc, j'ai décidé de qualifier cette façon de parler de lamentation. J'ai choisi un mot poli. Et cela fait rarement que nous puissions nous sentir mieux. Donc, de parler pour se sentir soulagé, il faut exprimer nos émotions, de parler de notre propre expérience, que nous devons parler de nos espoirs et de nos attentes, de ce que nous vivons, ce qui se passe dans notre vie. Et bien sûr, si l'on choisit cette façon de parler, de résoudre des problèmes, dans ce cas-là, le défi, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc, on dit que de parler aide, mais la façon dont on parle a vraiment des effets importants pour que ce soit positif ou pas en finale. D'écrire est très important. C'est similaire au fait de parler. Cela nous permet de compiler les événements qui nous expliquent pourquoi nous sommes contrariés ou en colère. Cela peut nous apporter du soulagement, du positif ou pas. Quelquefois, le journal, c'était vraiment un journal pour prouver pourquoi nous ne nous sentons pas bien et pourquoi on est en colère, etc. Comme une liste. C'est comme de prouver. Et dans ces cas-là, ce sera encore une fois tourné vers l'extérieur et négatif. Si nous voulons obtenir du soulagement alors que nous écrivons, donc d'écrire vraiment un journal, il nous faut écrire nos expériences. Ce doit être
tourné vers l'intérieur, que ce soit intériorisé, réfléchi et expressif. Et là, nous aurons des bénéfices émotionnels et du soulagement. Les stratégies d'adaptation au niveau des besoins physiques, c'est assez simple. L'exercice, de prendre le temps de rire, d'avoir de l'humour, le silence. Donc de faire des activités qui soient physiques et qui nous remplissent, que ce soit d'être avec nos animaux familiers, de nous nourrir bien, de nous hydrater bien, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le sommeil. Pour reparler de la résilience, s'adapter veut aussi dire prendre soin des besoins relationnels. Nous avons tous des besoins divers au niveau des connexions, mais nous avons tous besoin de connexions humaines. Nous sommes une espèce grégaire et nous devons de ce fait nous associer avec d'autres. Quand nous sommes en détresse, c'est souvent le lien que nous coupons le premier. Nous faisons l'autruche ou la tortue. Nous ne voulons pas être un poids pour les autres et comme on se sent dépassé ou accablé, c'est trop difficile de prendre le téléphone et de rechercher de l'aide auprès des autres. Mais pour être résilient et amoindrir les répercussions de notre travail, il nous faut travailler sur le fait de conserver ces relations. Nous devons seulement être au courant qu'il nous faut des relations. Ça ne doit pas être tout noir ou blanc. Il y a un livre, Il n'est pas trop tard pour avoir une enfance heureuse. Ils disent que le rétablissement n'est pas un parcours solitaire, même si vous pouvez le faire pas vous-même. Vous ne méritez pas de faire ce trajet seul. La résilience implique les connexions. C'est vraiment essentiel pour développer nos capacités à faire face aux difficultés. Aussi, c'est vraiment essentiel pour développer nos capacités à faire face aux difficultés. Aussi, nous avons un besoin de renouveau. Ça, c'est un petit peu agréable à regarder. Qu'est-ce qui vous remplit votre esprit, votre âme? Qu'est-ce qui vous allume cette lumière à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous? Qu'est-ce qui vous fait anticiper de la même façon qu'un enfant attend avec impatience Noël ou son anniversaire? Quand était la dernière fois que vous êtes permis de vous sentir ainsi? Quels sont les souvenirs que vous avez qui mettent une étincelle dans vos yeux? Et bien sûr, qu'est-ce que nous faisons de façon quotidienne pour faire de telles expériences et les mettre de façon régulière? Pour les stratégies d'adaptation, c'est de faire les tâches qui sont à faire. Est-ce que vous mettez vraiment les choses en ordre quand vous vous sentez stressé? Est-ce que vous avez tendance à vous dire que quand tout est en passe, vous vous sentirez bien? Avec la détresse, l'évitement, très souvent, on laisse les choses s'accumuler. Cela ajoute un poids supplémentaire. Parce que la procrastination ou les évitements nous amèneront à une crise plus importante plus tard. Donc, il est important de faire les tâches qui doivent être faites. Il y a un moment pour trouver des solutions, pour faire un débriefing, pour travailler ensemble, se soutenir. Et il y a aussi des moments où il faut faire ces choses difficiles. Alors qu'elles représentent un poids pour nous en continu alors qu'on procrastine ou qu'on les évite. Quand on pense aux choses positives de notre travail, au niveau de la résilience et de l'équilibre, qu'est-ce que vous trouvez de positif dans votre lieu de travail? Il est toujours facile de voir les défauts,
Mais quels sont les côtés positifs? Quelles sont les forces, les accomplissements de votre travail? Quel est le positif avec votre collègue? De croire vraiment dans votre travail, votre croyance de faire la différence et que les gens pensent que vous faites une différence plutôt. Comme je vous l'ai dit, il est facile de votre travail fait ressortir les atrocités, la boue, tout ce qui est gluant et on a ça sur notre bureau et dans notre vie. Nous les avons considérés. Et quelquefois, on a l'impression que notre travail, c'est ça. Il nous faut être conscient qu'il nous faut prendre le temps pour regarder le positif, regarder la lumière. C'est là où on peut trouver le renouveau, la résilience et d'avoir un point de vue, une perspective positive, de trouver un sens, une valeur à ce que nous faisons. Qu'est-ce qui fait une différence dans votre travail? Alors que nous avons commencé à considérer le lieu de travail, le travail et nous-mêmes, et que nous voyons certains des défis, il nous faut appliquer ces trois mêmes sphères pour considérer les points positifs et combien votre travail apporte des changements positifs dans la vie d'un enfant ou d'un autre individu. Est-ce que cela fait une différence d'avoir des collègues autour de vous qui vous encouragent et bien sûr vous-même et les effets de votre apport sur le lieu du travail et dans votre travail? Le travail que vous faites est difficile. Et les difficultés sont quelquefois qu'il nous faut pouvoir éprouver autant de compassion envers nos collègues qu'envers les personnes ou les enfants avec lesquels on travaille. Éprouver autant de compassion envers nos collègues qu'envers les personnes ou les enfants avec lesquels on travaille et que l'on tente de protéger. Je sais que cela s'applique, j'en suis certain, que vous éprouviez envers vous-même la même compassion que celle que vous éprouvez envers les enfants que vous protégez. Montrez-vous cette compassion à vous-même. Prenez soin de vous, protégez-vous. C'est essentiel pour faire bien le travail que vous faites. Mais c'est aussi essentiel pour que vous vous épanouissiez bien dans votre vie et dans votre travail. Et que quand vous vous mettez à la retraite, que vous ayez encore des réserves pour les 30 ou 40 les 30 ou 40 années à suivre, personne dont vous prenez soin. Et j'espère qu'aujourd'hui, en ayant parlé brièvement des résiliences et du fait que nous pouvons rebondir par rapport aux difficultés, que nous pouvons nous renouveler, nous remettre, et qu'un jour nous nous souviendrons non pas seulement des choses que nous devons faire, que nous nous rappellerons de prendre soin de nous-mêmes, et pas seulement de façon physique, mais aussi au niveau relationnel, affectif, physique et cognitif. Que nous soyons conscients des répercussions du travail et aussi de nous rappeler des signes avertisseurs et de les remarquer tôt comme notre impatience. Et que dans ces cas-là, nous cherchions de l'aide et que nous faisions face et que nous respections ces signes de notre corps. Je vous remercie pour votre temps. Nous avons un petit peu de temps pour des foires aux questions. Je ne sais même plus si je vous ai donné cette information au début du webinaire. Il y a un petit cercle sur le côté droit de votre écran qui dit message. C'est là où vous pouvez cliquer. Vous cliquez sur participant et vous m'envoyez un message.
et je vais regarder ces messages pendant les quelques minutes à venir et je vais tenter d'y répondre. Merci. Je regarde. Nous avons parlé de beaucoup de choses en peu de temps. Cela pourrait prendre une journée ou une demi-journée pour faire cet atelier. Je pense que vous êtes au courant de toutes ces choses parce que vous les apprenez aux personnes avec lesquelles vous travaillez, dont vous prenez soin. Ce que je veux que vous vous souveniez bien, et je veux vous le rappeler encore, c'est que vous preniez soin de vous-même autant que vous prenez soin des personnes pour lesquelles vous travaillez et que vous aidez. Laura me fait remarquer quelque chose. C'est qu'il est difficile pour nous qui aidons de nous développer et d'apprécier. Laura me fait remarquer quelque chose. C'est qu'il est difficile pour nous qui aidons de nous développer et d'apprécier ce que nous avons fait et d'arriver à accepter les compliments. Est-ce que cela est vrai pour vous? Est-ce que l'on a tendance plus à encourager les autres personnes dont nous prenons soin et que c'est beaucoup plus difficile pour nous de faire de même? Je suis certain que pour ceux d'entre vous qui avez des enfants, vous ne commencez jamais en disant à vos enfants que vous n'allez pas réussir, qu'aujourd'hui sera trop pour eux, qu'ils n'y arriveront pas. Mais combien de fois commençons-nous notre propre journée en se disant « Oh mon Dieu, c'est trop, je ne suis pas assez bon, je ne vais pas y arriver ». C'est un vraiment bon point, Laura. L'un de nos défis, c'est d'apprendre, pas seulement d'accepter les compliments que les autres nous font et de dire merci, c'est une réponse complète, bien sûr. Mais aussi, il nous faut être honnête au niveau de nos forces. On a souvent tendance à être beaucoup plus honnête avec nos défauts plutôt que de reconnaître que nous avons des points forts. Nous devrions peut-être ajouter à cette liste de ce que vous pouvez faire pendant les semaines à venir. C'est d'être ouvert aux compliments et aux mots de reconnaissance des autres. Et de prendre le temps aussi de vous récompenser par les mots. Je n'ai- Et vous rappeler de prendre soin de vous, que vous en valez bien la peine et que vous avez beaucoup d'importance et autant